La grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est tous un peu sonnés ce soir au lendemain de cette annonce de la dissolution par le président Emmanuel Macron. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Edwige Chevrillon. Vous êtes ministre délégué, vous êtes encore ministre, tiens ? Oui, tout à fait. Encore. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. C'est vous qui portez des lois, la loi Egalim, la loi agricole. En même temps, on a l'impression que tout est un peu enterré, forcément, puisqu'il y a 20 jours, en tous les cas, pour que la France se prépare. 20 jours pour convaincre pour cette dissolution annoncée par le président de la République. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes, vous, dans quel état d'esprit ? Vous êtes sonné, ça, aujourd'hui ? Moi, je suis dans un état d'esprit très combattant. Très combattant. Mais combattant pourquoi ? Parce que nous allons aller aux élections, parce que ça va être l'occasion de répondre à l'insatisfaction des Français. Au fond, c'est ce qu'ils nous ont dit hier, qu'ils étaient insatisfaits. L'élection européenne, nous avons parlé, nous, de programmes européens. Ils ne veulent pas entendre parler de leurs problèmes du quotidien, de réponses aux sujets nationaux. Le président de la République prend ses responsabilités. Et nous redonnons la parole aux Françaises et aux Français. Et nous le faisons pour définir dans quel cadre nous pouvons continuer à gouverner. Et c'est ce que nous allons faire. Donc c'est un combat dans les 3 semaines qui viennent. Oui, on voit que vous dites ça, pas forcément avec une voix très forte, parce que l'exercice est quand même très très compliqué. Je le dis avec une voix très forte, parce que face au Rassemblement national, je peux vous dire, je n'ai alors absolument aucun doute sur le fait que nous devons montrer que nous avons un projet alternatif, que ce projet il est bon pour les Français. Mais là, vous l'avez essayé de le montrer, vous l'avez démontré. Sur des élections européennes, et je veux saluer la prestation de Valérie Hayé qui est aujourd'hui au Parlement européen et démarre justement son travail pour défendre l'intérêt des Français. Ça aussi, c'est très important. Là, nous parlons d'élections nationales, nous parlons de légitimité du gouvernement et de légitimité de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que ce combat est important, alors que... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? À votre avis, c'est quoi ? Parce que tout le monde s'attendait à ces chiffres. Les sondages ont été, j'ai envie de dire, pour une fois, pardonnez-moi les sondeurs, mais les sondages, ils ont bien indiqué la victoire quand même écrasante du Front National. Donc pourquoi cette réponse si forte de la part du chef de l'État ? Je l'ai dit, les deux vainqueurs de l'élection, c'est l'abstention et le Rassemblement national. Et face à ça, il faut avoir une réponse forte. L'abstention est plutôt bon pour une élection, faible pour une élection européenne. Un électeur sur 2 qui ne va pas voter, je suis désolée, mais à la fin, ça fait quand même beaucoup d'électeurs mais c'est plus que les précédentes élections. Pas voter. Et je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire d'avoir un électeur sur 2 qui ne vient pas voter. Et deuxième chose, la majorité enregistre une défaite. Et il est normal, à ce moment-là, alors que beaucoup de nos oppositions interrogent la légitimité du gouvernement, d'avoir une réponse qui dit c'est aux Françaises et aux Français de choisir. Oui, mais attendez, personne ne s'attendait, je veux dire, dans les cercles gouvernementaux, j'imagine vous-même, personne ne s'attendait à cette dissolution. C'était à la stupeur générale. Mais je trouve un peu curieux qu'on ait reproché à la majorité de ne pas suffisamment écouter les Français, de ne pas prendre acte de leur insatisfaction. Et lorsque dans une démocratie, on redonne le pouvoir au peuple, on leur dit on a entendu votre insatisfaction, et maintenant on vous donne la possibilité de nous dire, parce qu'on respecte votre vote, où vous voulez aller. Et chacun devra très clairement dire quel est son projet. Le président avait dit non il y a encore quelques jours. Donc non, il y a une dissolution parce que, en disant c'est ce que veut Marine Le Pen. Elle veut nationaliser cette élection qui est européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, il donne raison à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Moi, je crois surtout qu'il laisse les Français décider, et c'est ça qui est important. Et c'est aussi un temps de clarification des programmes. Vous avez raison, on a beaucoup parlé de national alors qu'on était sur des élections européennes. Donc maintenant, chacun va être face à ses responsabilités. Nous allons porter un programme audacieux. Nous respectons le vote des Français et nous allons, programme contre programme, faire cette campagne des législatives. Alors, et là, on pourra mettre le Rassemblement national aussi face à ses responsabilités. Ils veulent des exportations ou ils ne veulent pas d'exportations
pour toutes les filières agricoles qui aujourd'hui exportent. Ils veulent s'occuper de remettre sur pied les finances publiques, ou ils veulent faire toutes les dépenses accumulées on voit sur les retraites, mais même sur l'Europe, il y avait des chômage, contradictions énormes. Il faut être clair maintenant. Oui, même dans le programme européen, il y avait des contradictions énormes du programme. Vous le dites vous-même, et les économistes sont les premiers à dire que ce programme met la France dans le mur. Oui, alors écoutez, les Français n'ont pas écouté, et finalement, est-ce que c'est pas tout simplement un vote anti-Macron, un vote épidermique contre le président de la République? Mais je pense que donc, en quoi la dissolution, ça va changer quelque chose? Mais parce que les Français ont très bien compris que les élections législatives, c'est les élections qui déterminent la politique que nous allons porter et que les responsables politiques vont porter dans les mois qui viennent, et qu'il est important de relégitimiser les gens qui porteront ces politiques, et que nous souhaitons avoir ce débat au niveau national. Nous voulons faire preuve d'audace, montrer aux Français qu'on est à la hauteur, et aussi démasquer, et vous l'avez dit vous-même, démasquer les limites du programme du Rassemblement national, et d'autres aussi. Nous ne sommes pas que contre le Rassemblement national, simplement aujourd'hui, le programme du Rassemblement national met la France dans le mur. Les économistes le disaient il y a quelques jours, les marchés nous le disent aujourd'hui. Agnès Pannier-Runacher, on sait on l'a dit en tous les cas, quand vous avez proposé, que Emmanuel Macron vous avez proposé de conduire cette liste pour les élections européennes, j'imagine aujourd'hui vous vous dites heureusement que j'y ai pas été, mais est-ce que là vous pourriez aller sur le terrain et puis je sais pas, demander la légitimité du peuple pour être député? D'abord, je veux juste dire que Valérie Ayé a très bien conduit cette liste, qu'elle est aujourd'hui élue et qu'elle est la principale délégation d'un parti qui s'appelle Renew, et qu'il faudra compter sur notre groupe au Parlement européen pour adopter des textes. Et ça, c'est très important. Et nous ne perdons pas de vue. Nous ne perdons pas de vue ce qui se passe au niveau du Parlement européen, parce que ça compte pour la France et nous agissons au service des Français. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai dit ma disponibilité au président de la République s'il souhaite que je parte à la bataille. Vous êtes prête à y aller? Je viens de la société civile, je n'ai pas été élue sur une circonscription, donc je ne suis pas naturellement candidate aux élections législatives, mais effectivement je suis disponible, et d'une manière ou d'une autre, je porterai la bataille dans les 3 semaines qui viennent. Est-ce que vous pensez, j'imagine que vous avez écouté hier Jordan Bardella, qui pour se féliciter de sa victoire, disait que en fait il fallait arrêter la casse sociale, il fallait éviter la désindexation des retraites, il fallait annuler ce tour de vis sur l'assurance retraite. Est-ce que vous dites que peut-être pour essayer de préserver la note de la France, vous avez fait trop de concessions au marché, trop de concessions à la bourse, et que finalement c'est les Français qui trinquent? Mais moi, je crois que c'est le même Jordan Bardella qui est le premier à dénoncer le fait que nous avons un déficit public élevé. Donc j'aimerais bien qu'il nous explique, et qu'il explique aux petits patrons. Vous avez aucun regret sur la réforme de l'assurance chômage? Vous avez aucun regret? Je voudrais qu'il explique aux patrons, qui seront les premières victimes des mesures qu'il propose, qui sont des mesures qui vont impacter violemment la compétitivité de notre pays. Vous savez, c'est pas les grandes entreprises qui vont souffrir, c'est les petites entreprises, c'est les petits sous-traitants, c'est toutes les usines qui sont comme celles que nous avons fait sortir de terre dans le nord de la France et qui trouveront plus de clients. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et moi, je me battrai pour ne pas laisser faire. Néanmoins, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a eu là une séquence qui était avec quoi effrayer un peu les Français? Oui, parce que nous ne disons pas que des choses sucrées aux Français. Nous essayons de dire la vérité, nous essayons de gérer des crises. Mais est-ce que vous êtes trop loin sur le plan politique, vous estimez? Ces crises ne sont pas aisées à gérer, et peut-être on a fait des erreurs et il faut tous qu'on balaye devant notre porte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a agi en responsabilité et en cherchant le meilleur pour les Français. Et je ne suis pas sûre que le meilleur pour les Français, c'est de payer plus de dettes parce que nous sommes dégradés et que les marchés nous disent... c'est déjà la réalité. Oui, c'est déjà la réalité. Non, jusqu'à hier, nous ne payions pas un taux d'intérêt supérieur à celui que nous payions avant la dégradation. Et ça, c'était important parce que malgré tout, on avait réussi à garder le sérieux des finances publiques. Le fardeau de la dette reste quand même très très élevé. Ça va devenir le premier poste. Attendez, de quoi il est question? C'est quoi l'enjeu de la dégradation de la dette? L'enjeu de la dégradation de la dette, c'est est-ce qu'on va payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qui représentent l'équivalent du budget de la culture? Nous, on n'en veut pas de ça. C'est pas dans l'intérêt des Français. Et c'est pour ça qu'on s'est battu.
Oui. Agnès Pannier-Runacher, justement, à propos de loi, on voit bien que ça soit la loi sur l'audiovisuel. Tiens, sur l'assurance chômage, qu'est-ce qui va se passer? C'est a priori par décret. Vous pensez que la réforme de l'assurance chômage, elle va être appliquée quand même? Alors, pendant les travaux, la vente continue, c'est-à-dire que le gouvernement est au travail et va continuer à travailler. En revanche, aucune loi ne sera discutée et votée dans la période de préparation et de réalisation des élections. Et donc le Conseil d'État continue son travail sur l'assurance chômage, mais aucune décision, puisque nous sommes en période de réserve, le gouvernement ne doit pas annoncer de décision dans cette période de réserve. Donc il y aura même sur la qui serait de nature à modifier le vote. Ouais. Donc nous travaillons, nous continuons et nos administrations sont au travail. Et donc ça veut dire que c'est la réforme de l'assurance chômage. Le Conseil d'État fait son travail. Même le Conseil d'État fait son travail. Il va rendre son avis. Il appartiendra au Premier ministre et à la ministre en charge de ce dossier d'en tirer les conséquences. Et ça viendra après l'examen par le Conseil d'État. Et c'est eux qui. Mais donc cette réforme pourra rentrer en vigueur quand même le 1er juillet. Alors. D'un point de vue, là où encore une fois, ambigu. Voilà, c'est-à-dire que nous faisons tout le travail de préparation, c'est normal, les institutions, le Conseil d'État, et ensuite il appartiendra au Président de la République, au Premier ministre et à la ministre en charge de voir si les conditions sont réunies pour aller jusqu'au bout, et d'ailleurs si ça sera à eux de le dire dans les prochains jours. Mais de toute façon, le travail du Conseil d'État ne va pas se faire en 2 jours. Non, mais le 1er juillet, ça vient vite, il me semble. La loi, donc, c'est suspendu, mais vous ne savez pas très bien. Non, c'est pas suspendu, on travaille. Là, on est dans la phase de travail. La loi d'orientation agricole, dont vous occupez avec Marc Fesneau, la loi d'orientation agricole, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Le Sénat peut décider, lorsqu'il reprendra ses travaux, de l'inscrire à l'agenda du Sénat. Oui, mais à partir de là, pour l'instant, elle est suspendue comme toutes les autres réformes ou pas? C'est pas qu'elle est suspendue, c'est que pendant 1 mois, et le Sénat et l'Assemblée nationale suspendent leurs travaux le temps que l'Assemblée nationale se dote d'un nouveau Parlement. Et donc après, chacun reprendra ses travaux. D'accord. Et en se basant. Et puis ça dépendra de la nouvelle majorité quand même. Exactement. C'est-à-dire en choisissant les textes qui leur paraissent les plus appropriés en fonction de la nouvelle majorité. C'est bien l'enjeu de redonner la parole aux Françaises et aux Français et de leur demander de nous dire quels sont les projets qu'ils souhaitent soutenir au travers de ces élections. Que se passe-t-il pour la loi Egalim? Alors la loi Egalim, même chose. Egalim 4. Est-ce que vous avez avancé ou est-ce que vous en êtes? Le rapport qui devait nous être remis par les députés fera l'objet d'une note puisqu'il n'est pas terminé et que les députés ont interrompu leurs travaux depuis aujourd'hui. Donc un point d'étape sur l'avancée de leurs travaux. Et les députés qui seront élus à l'Assemblée nationale pourront s'en saisir le cas échéant pour voir comment avancer. Et de même, le gouvernement qui sortira de ces élections parlementaires. Au fond, pour résumer, ça tient en 2 choses. 1, le Parlement suspend ses travaux pendant 1 mois, le temps d'avoir une nouvelle Assemblée nationale. 2, sur la base de cette nouvelle Assemblée, un gouvernement sera nommé pour mettre en route, je dirais, le programme qui sera porté par cette nouvelle Assemblée. Oui, donc rien n'est moins sûr. 2 choses. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de faire campagne et de continuer à porter ce projet de loi d'orientation agricole dont les agriculteurs nous disent qu'il est important pour eux. Oui, mais ils ont voté, a priori, ils ont voté plutôt pour le Rassemblement national. Hein. Alors, c'est pas exact, parce que le vote des agriculteurs est assez réparti, plutôt plus faible. Je parle des exploitants agricoles, plutôt plus faible pour le Rassemblement national que, on va dire, la moyenne des Français. Et effectivement, là encore, ça n'empêche pas les exploitants agricoles de considérer que la loi d'orientation agricole est très importante. Hein. Ils l'ont dit d'ailleurs à leurs députés, on l'a vu. Cette loi a eu un large soutien de la part de différents groupes, y compris d'opposition. Sur cette loi Egalim, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu, parce que je crois que vous êtes en train d'étudier la question, mais nous dévoiler un peu les chiffres. Qui l'emporte? Qui se gagne? Parce qu'ici, on a des batailles à n'en plus finir entre les distributeurs, les Michel-Édouard Leclerc, le Système U, Thierry Cotillard, l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs. Qui triche? Alors, première chose, d'abord les grands chiffres.
Ouais. 40% des débouchés de notre agriculture, c'est les exportations. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'on va arrêter d'importer, ça veut dire qu'on va aussi arrêter d'exporter, et ça effondre notre agriculture. Et c'est le premier débouché pour certains, dans viticulture par exemple, pas d'exportation, plus d'industrie, plus de production viticole, ils n'ont plus les moyens de vivre de leurs revenus. Deuxième grand débouché, c'est la grande distribution. Lorsqu'on regarde dans toute la filière entre agriculteurs, transformateurs, c'est-à-dire les industriels, et la grande distribution, en réalité, on observe plusieurs choses. D'abord, notre industrie est moins compétitive en moyenne que les autres pays européens. Elle a moins de marge. Pourquoi ? Parce que son appareil de production est plus vieux et parce que ce sont des acteurs plus petits, donc moins solides dans la compétition française et internationale. Donc c'est pas qu'ils se gavent, mais c'est qu'ils gagnent moins d'argent en moyenne parce qu'ils ont des coûts par rapport à leur production, plutôt des coûts de structure plutôt plus importants. Et dans la grande distribution, là, je dirais que la situation est assez diverse. On a vu un certain nombre d'acteurs tirer leur épingle du jeu en termes de part de marché. On voit aussi que les acteurs intégrés non cotés en bourse ont plutôt eu plus de marge. Donc il y a bien des gagnants dans cette compétition. Michel Leclerc, enfin Leclerc, le centre Leclerc. Semble-t-il, même si les chiffres sont moins immédiatement disponibles, les indépendants Michel-Édouard Leclerc sont des gagnants et vivent bien, on va le dire comme ça. Et puis, on a pu voir qu'il y avait des groupes de la grande distribution qui étaient en grande difficulté, à tel point que Casino a dû être démantelé et revendu entre différents groupes de la distribution. Et on sait que d'autres ont des performances et des difficultés. Mais justement, lorsqu'on voit que Centre Leclerc ont quasiment 25%, est-ce qu'il n'y a pas... je crois qu'il y a... Je ne sais plus si ça dépend de l'autorité de la concurrence ou pas, mais il y a une possibilité qu'il y ait une forme de responsabilité par rapport aux fournisseurs. Oui, théoriquement, le droit de la concurrence reconnaît une situation de dépendance économique lorsque et là, on l'atteint. Lorsqu'on a un client qui a une part de marché très importante et qui peut mettre un terme à son contrat, à votre contrat très rapidement. Et c'est un sujet sur lequel nous souhaitons travailler avec l'autorité de la concurrence et les interroger pour savoir exactement comment ils interprètent la reconfiguration de la grande distribution et le fait que nous avons aujourd'hui 3 gros acteurs qui pèsent grosso modo quasiment 75% de part de marché, donc qui quelque part ont le droit de vie et de mort sur les industriels, et un 4e qui fait qu'ils sont à 85% de part de marché, donc ils sont pieds et poings liés dans la négociation. Et là, donc ça, c'est travailler avec l'autorité de la concurrence. Très important, et c'est pour ça aussi que nous devons le porter au niveau européen, puisqu'au niveau européen, la question de la concurrence est très importante pour s'assurer que les conditions de la concurrence sont loyales. Et ça, c'est important pour les agriculteurs. Je termine mon propos, parce que pour les agriculteurs, plus on desserre la contrainte sur le prix, plus ils sont en situation de pouvoir faire reconnaître la réalité de leur travail et d'avoir du revenu. Ce qui compte pour les agriculteurs, c'est d'avoir du revenu qui corresponde à la réalité de leur travail. Juste rapidement, oui, non. Faut-il augmenter le prix du gaz ? J'en parle, je pose la question à l'ancienne ministre en charge de l'énergie. Il doit augmenter de 12% en juillet. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Alors attention, c'est pas une décision du gouvernement. Non, je sais bien, je sais bien. Le prix de référence, mais je le rappelle, est le même pour les Français. Non, mais c'est important qu'on se le dise. Le prix de référence, c'est un prix qui est notamment calqué sur l'évolution sur les marchés et qui intègre ensuite des coûts de réseau. Ce prix, il est toujours inférieur au 1er juillet, à celui du 1er janvier et à celui du bouclier énergétique. Donc en fait, lorsqu'il y a des baisses du prix du gaz, on n'en entend pas parler, et il y en a eu pendant le premier semestre, et lorsqu'il y a des hausses, on en entend parler. Donc moi, je veux rassurer ceux qui nous écoutent, ils ne paieront pas plus cher au 1er juillet qu'au 1er janvier, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup. On voit toujours que les sujets de l'énergie vous passionnent. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue ici à BFM Business, malgré quand même ce temps politique assez contraignant, on veut dire ça comme ça pour une ministre. Merci beaucoup. Tout de suite les